On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. À la une de l'actualité, les sénateurs ont examiné et adopté ce jeudi 12 décembre le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration de la synthèse nationale du rapport des vacances parlementaires pour la période allant du 13 août au 14 septembre 2024. Ce rapport examiné et adopté au Sénat concerne 24 provinces car 2 des 26 provinces de la RDC attendent encore les élections législatives nationales et provinciales devant conduire au vote de leurs sénateurs. Regardez. En effet, conformément à l'article 104, alinéa 2 de la Constitution et selon le prescrit du règlement intérieur de la Chambre de stage du Parlement, chaque sénateur a l'obligation de séjourner au moins pendant un mois dans sa circonscription électorale en vue de s'enquérir des préoccupations de la population lors des vacances parlementaires et au terme des 10 vacances, il rédige et dépose au bureau de son groupe provincial un rapport touchant à la vie politique, sécuritaire, économique, sociale et culturelle de sa circonscription électorale et en propose des solutions. Ainsi, le groupe provincial recueille l'ensemble des rapports de ses membres dont il rédige un condensé à soumettre au bureau du Sénat. Dans sa présentation, le rapporteur adjoint du bureau du Sénat, Baïndé Jean-Claude, a insisté sur le fait que ce rapport contient des amendements, des résolutions identiques communes ainsi que des recommandations. La commission a renseigné que le projet sera transmis au gouvernement pour la mise en œuvre. Il s'y est de signaler que le rapport examiné et adopté au Sénat concerne les 24 provinces car 2 des 26 provinces de la RDC attendent encore les élections législatives nationales et provinciales devant conduire au vote de leurs sénateurs. Il s'agit des provinces du Kwilu et du Nord Ubangi où les élections législatives nationales et provinciales seront organisées ce dimanche 15 décembre 2024, condition requise avant l'organisation des élections sénatoriales. Poursuivons ce journal, la capitale de la République démocratique du Congo a accueilli hier jeudi 12 décembre la 12e session ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika, ALT en sigle. Cette rencontre rassemble des représentants du Burundi, de la Zambie et de la Tanzanie, tous ministres et hauts fonctionnaires en charge des ressources halieutiques. Prenant part à ces assises, la première ministre Judith Suminwa a exprimé son engagement personnel à suivre les recommandations issues de sessions précédentes afin de favoriser une action concertée et cohérente. Images et commentaires. Son Excellence, Madame la Première ministre. Dans son discours d'ouverture, la première ministre de la RDC a affirmé l'importance de la mise en œuvre de la Convention sur la gestion des lacs signée en 2003. Elle a souligné que cette convention est essentielle pour améliorer les relations entre les États riverains et pour garantir une gestion efficace et durable des ressources du lac Tanganyika. Elle a également exprimé son engagement personnel à suivre les recommandations issues des sessions précédentes afin de favoriser une action concertée et cohérente. Mesdames et messieurs, distingués invités, la gestion durable du lac Tanganyika demeure au centre des préoccupations de mon gouvernement. Je veille personnellement à la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées lors de la tenue des différentes sessions antérieures de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Je reconnais néanmoins que plusieurs défis s'opposent à une gestion optimale du lac Tanganyika. D'ailleurs, certains de ces défis ont été évoqués par les illustres orateurs qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Les participants ont unanimement reconnu le défi majeur auquel la région est confrontée, notamment la surpêche qui menace la biodiversité du lac et les contrôles militaires des activités. Jean-Pierre Tshimanga Bwana, ministre congolais de la pêche et de l'élevage, a révélé l'importance de l'ALT dont la conférence ordinaire de ministres est accueillie en RDC pour la 3e fois. La première ministre a également exprimé sa compassion pour les familles touchées par la montée des eaux du lac, marquant un moment de recueillement en leur mémoire. Elle a désormais appelé les partenaires techniques à redoubler d'efforts pour s'engager envers la résolution des problèmes humanitaires liés à la gestion du lac. Cette conférence s'affirme donc comme un moment important pour définir les stratégies qui assureront la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région tout en préservant l'écosystème vital du lac Tanganyika. Rappelons que la gestion durable et responsable de l'écosystème constitue le 6e pilier du programme d'action du gouvernement souminois.
Dans l'actualité également, la recherche scientifique en République démocratique du Congo demeure l'une des priorités du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette vision que la première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, a procédé hier jeudi 12 décembre 2024 au lancement officiel des travaux de construction du siège social du Centre national de télédétection situé dans la commune de Lagombe. Cette grande cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda, de l'ambassadeur de l'Empire du Japon en RDC, le secrétaire général à la recherche scientifique, le président du Conseil scientifique national ainsi que le comité de gestion du CNT et de plusieurs autres participants présents à l'événement. Vite Panzou nous signe ce reportage. Le jeudi 12 décembre 2024 est une date qui ne sera jamais oubliée pour la recherche scientifique de la République démocratique du Congo. Pourquoi Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a posé la première pierre de l'édifice à bâtir qui abritera, dans un délai de 15 mois, le siège social du Centre national de télédétection CNT en sigle. Témoin de l'événement, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, son Excellence Richard Kabanda, et le ministre d'État à l'Agriculture, Grégoire Muchail Mutombo, entouré de l'ambassadeur du Japon, partenaire financier du projet, du secrétaire général à la recherche scientifique, du directeur général du Centre national de télédétection et son adjoint, avec plusieurs cadres scientifiques présents pour la grande occasion. Sous la direction impeccable du modérateur, M. Pierre Boukassa Dikemen, directeur expert du CNT et de la recherche scientifique, le DG du centre, le professeur David Nguindu Boaboa, dans son mot de bienvenue, a remercié le gouvernement et les royaumes du Japon qui concrétise la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'origine de cette structure de l'État dont le service vont profiter à tous les secteurs vitaux de la République. Le projet d'amélioration du Centre national de télédétection a commencé il y a près de 2 ans. Aujourd'hui, nous assistons à la pose de la première pierre. Un événement important et marquant une heure nouvelle, un jour nouveau et un démarrage pour notre institution. Ainsi, au nom de tous les agents et cadres du Centre national de télédétection, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, au nom du comité de gestion du Centre national de télédétection et à mon nom propre, je vous accueille sur ces sites chantiers et je vous souhaite la bienvenue. Pour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Richard Kabanda, c'est l'accomplissement d'un projet crucial pour le pays à l'échelle internationale et pour des performances de haute technologie qu'il a vivement soutenues. La pose de cette première pierre n'est qu'une phase préliminaire. Aussi, je voudrais demander au chef du projet et à son équipe et au directeur général du Centre national de télédétection, sans perte de temps, la phase suivante de construction qui sera suivie de celle d'équipement approprié de l'immeuble en rapport avec sa destination. Le maître d'ouvrage de cette infrastructure, dont le Centre national de télédétection va se doter dans 15 mois, l'ingénieur Achille Maté a présenté toutes les caractéristiques des 2 immeubles qui vont être construits selon des normes des dernières pointes architecturales. Situé au croisement des avenues Batetela et Loubefou, dans la commune de Lagombe, ces bijoux du Centre national de télédétection va permettre à cet établissement public créé en avril 2018 sous l'impulsion personnelle du chef de l'État de mettre en œuvre et promouvoir toutes les applications et attentes de la télédétection pour le développement socio-économique de la RDC dans plusieurs domaines comme jamais auparavant. Il faut saluer et reconnaître l'engagement du Japon qui contribue au renforcement de capacités du Centre
national de télédétection, le véritable outil par satellite de contrôle et navigation spatiale du territoire national. Le CNT, grâce à son travail et sa technologie, rendra des services énormes à de nombreux ministères stratégiques, dont ceux des mines, de l'agriculture, de la défense nationale, de l'aménagement du territoire, d'environnement, des transports, de l'énergie, de la santé, on en passe. Voilà un grand pas qui confirme la lancée de la République démocratique du Congo vers des options et ambitions plus que favorables à son émergence économique. Peu avant cette cérémonie de la pose de la première pierre, la première ministre Judith Suminwa a procédé le même jeudi à l'inspection de travaux de construction du bâtiment devant abriter les centres de ressources Mosala au sein de l'Institut technique agricole ITA situé à Montbélé, l'un des quartiers défavorisés de la ville de Kinshasa dans la commune de Limete. La construction de ces sites va offrir des services d'accompagnement aux jeunes de 18 à 35 ans, demandeurs d'emploi et porteurs de projets entrepreneuriaux dans le but de créer des emplois décents. Regardez. En présence du ministre de la Formation professionnelle et métiers, Marc Ekilali Kombo, de la représentante résidente de l'Agence belge de développement Enabel RDC Christa Verstraelen, ainsi que d'autres membres des institutions étatiques, la patronne de l'exécutif congolais a visité tous les sites en construction dédiés au CDR Moussala et échangé avec les apprenants de ces centres qui accompagnent les jeunes de la capitale. En effet, le centre Moussala contribue activement au développement de la ville de Kinshasa en accompagnant le jeune dont 50% de femmes vers l'emploi et l'auto-emploi avec l'appui technique et financier d'Enabel en RDC. Parmi les filières concernées, on peut citer l'agriculture et la transformation agricole, les énergies renouvelables, les numériques, la construction, le tourisme ou encore la logistique. Les apprenants sont ainsi capacités pour créer et développer des micro-entreprises à fort potentiel de croissance. Autant rappeler que la chef du gouvernement tient à la promotion de l'entrepreneuriat qu'elle considère comme l'opportunité la plus prometteuse pour l'intégration massive des jeunes dans le marché du travail. Cette vision est reprise dans le programme d'action du gouvernement, particulièrement dans son premier pilier qui met en avant la diversification de l'économie, la création des emplois et la protection du pouvoir d'achat de ménages. Ces centres de ressources répondent ainsi à l'épineux problème d'inadéquation formation-emploi afin d'apporter des nouvelles approches qui contribuent au développement socio-économique de la population. La construction de ces sites va offrir des services d'accompagnement aux jeunes de 18 à 35 ans, demandeurs d'emploi et porteurs de projets entrepreneuriaux dans le but de créer des emplois décents, durables et cela dans les différents secteurs d'activité à Kinshasa. Changeons de chapitre pour parler à présent de la sécurité. Le gouvernement congolais a lancé au début du mois en cours l'opération Ndobo pour lutter contre les bandits urbains surnommés Kuluna ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Depuis que cette opération a été lancée, plus de 700 présumés criminels ont été interpellés par la police nationale congolaise et vont être déférés devant leur juge naturel. Ces explications ont été données par le vice-premier ministre, ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, lors d'un briefing presse à Kinshasa dans la soirée du jeudi 12 décembre 2024 aux côtés de Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Suivez. Faire de Kinshasa une ville sûre, c'est le défi que veulent relever les autorités congolaises en luttant notamment contre le banditisme urbain surnommé à Kinshasa phénomène Kuluna. Après l'évaluation de la situation sécuritaire à Kinshasa et des opérations précédemment menées pour lutter contre l'insécurité, l'opération Ndobo a été lancée au début du mois de décembre courant. Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur et Sécurité, explique la quintessence de cette opération. Nous avons décidé de passer à une étape supérieure et cette étape supérieure a fait l'objet d'une nouvelle formulation du plan opérationnel et nous l'avons dénommé tous ensemble avec les responsables de la police, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui était aussi présent à cette réunion. Nous avons dénommé cette opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau. Depuis son lancement, la police nationale congolaise a déjà procédé au bouclage dans plusieurs communes de la capitale. Plus de 700 présumés bandits urbains sont tombés dans le maille du filet de la police nationale congolaise. Ils vont être déférés devant leur juge naturel. Aujourd'hui, en termes de bilan pour l'opération Ndobo, qui a
était sur terrain la nuit du 6 au 7, avec des actions menées sur toute la ville de Kinshasa, dans différentes communes. Je crois qu'il y a eu 7 communes en action, si je ne me trompe pas, c'est ça? 7. Nous avons 784 personnes qui ont été prises dans le filet par l'opération d'eau, qui sont en cours de procédure à être déférées devant leur juge naturel. Nous faisons notre travail, c'est-à-dire que nous avons neutralisé, nous avons saisi, nous avons arrêté 784 individus, identifiés et fichés d'ailleurs. C'est des personnes, pour la plupart, qui sont dans le fichier criminel de la police nationale congolaise, que nous déférons devant les juges. Outre les opérations de traque de bandits urbains, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a implanté dans plusieurs quartiers et communes de Kinshasa les comités locaux de sécurité. Les membres de ces structures de base vont participer à la lutte contre l'insécurité dans leurs entités respectives. On aura tissé un réseau sécuritaire plus fiable qui nous permettra non seulement d'avoir les bonnes informations, mais qui va responsabiliser aussi le citoyen dans son milieu de vie. La ville de Kinshasa a été choisie comme une ville pilote dans le cadre de l'opération Dobo. Cette opération est censée s'étendre dans d'autres provinces et grandes villes du pays. Pour y arriver, des moyens humains, logistiques et financiers importants sont déployés à cette fin. Et puis dans le reste de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ce vendredi qu'elle commencerait à publier le premier résultat des élections législatives des circonscriptions de Massi-Manimba et Yakoma dès la soirée de dimanche 15 décembre 2024. Cette information a été communiquée par Denis Kadima, président de la CENI, lors de la réouverture officielle du centre électoral Bossolo à Kinshasa. Suivez. Dès ce dimanche soir, les premiers résultats seront diffusés et ce processus se poursuivra lundi. D'ici mardi, nous disposerons des résultats représentatifs pour ces circonscriptions, a déclaré Denis Kadima. Il a également souligné que le centre électoral Bossolo, financé par le gouvernement congolais, jouera un rôle central dans la transparence du processus en publiant le résultat bureau de vote par bureau de vote en temps réel. Le président de la CENI a affirmé que ces dispositifs renforcés par des avancées technologiques visent à réduire les tensions et les malentendus autour des résultats électoraux, tout en offrant un accès direct à l'information pour tous les électeurs. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la CENI de répondre aux critiques concernant la transparence et la traçabilité des résultats, notamment après les perturbations enregistrées lors des élections de décembre 2023. Denis Kadima a rappelé que les difficultés rencontrées étaient souvent liées à une faible sécurisation du matériel et à des pratiques malveillantes impliquant certains candidats et un civique. La CENI appelle les acteurs politiques et les citoyens à mieux comprendre et respecter les systèmes électoraux pour garantir le succès du processus démocratique. Nous avançons chaque jour avec détermination pour renforcer la démocratie transparente en République démocratique du Congo, a conclu Denis Kadima. Et pour terminer, le professeur Michel-Ange Moupapa-Saï a été déguerpi ce vendredi 13 décembre de la résidence de l'université de Kinshasa par les éléments de la police universitaire sur décision du recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe, selon les sources proches de la famille, alors que le professeur émérite Michel Moupapa est retenu en France pour des soins de santé après une crise d'AVC en 2014. Ses effets ont été jetés hors de la résidence, nous dit Ronta Luyela. C'est suite à une décision du recteur de l'université de Kinshasa, UNIKIN, le professeur Dr Jean-Marie Kaembe, que la police universitaire a opéré ce vendredi 13 décembre 2024 dans la matinée au déguerpissement du professeur émérite Michel-Ange Moupapa-Saï de la maison O6 située au plateau de résidence sur le site universitaire dans la commune d'Elemba, résidence qu'il aura occupée depuis 1984. Actuellement, la maison est gardée par ses enfants biologiques.
puisque le professeur Moupapa se trouve en France depuis le 9 mars 2014 pour des raisons de santé, après sa dernière crise d'accident vasculaire cardiaque AVC, ce qui veut dire qu'il n'est pas un déserteur, puisque ayant rempli toutes les tâches telles que exigées par le règlement académique. Son statut de l'éméritat lui donne droit à la rémunération, au logement et à de soins de santé à l'étranger. Cet harcèlement dont il est l'objet depuis quelques années risque de précipiter la fin de sa vie. C'était là un reportage signé Ranta, lui, et la fin de cette édition du soir sur Bandico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes en notre compagnie. Au revoir.